Salut, aujourd'hui on va parler d'une carte mère, la Asus ROG Strix B550i Gaming, donc une carte mère pour processeur AMD sous chipset B550 et on va l'examiner en détail. On va d'abord faire un petit tour sur le package de l'engin, on parlera de la carte ensuite. Donc elle est livrée avec plein de choses, une dock avec un CD de pilote, des stickers également. Voilà, pour ceux qui veulent décorer leur boîtier avec des jolis stickers. On a également une petite antenne. Voilà, ça c'est une petite antenne Wi-Fi, c'est une carte mère en Wi-Fi 6, il y a deux connecteurs, un support et l'antenne elle-même. Le back panel qui sert donc à se mettre à l'arrière du boîtier pour se correspondre aux sorties de la carte mère. On a également divers câbles qui servent pour le RGB, pour les connecteurs en façade, etc. Des petits indispensables, petits riselants, pour pouvoir bien serrer les câbles, etc. pour pas que ça déborde de partout. 4 ports, 4 câbles SATA. Donc ça c'est bien, les 4 sont fournis, il n'y en a pas la moitié. Des vis, évidemment, et un petit truc dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui est assez rigolo. Et enfin, pour terminer, ce petit câble qui est USB type C d'un côté et jack 3,5 mm de l'autre. On verra pourquoi il est là tout à l'heure également. Et puis il y a la carte évidemment, qui est donc une carte au format mini ITX, 17 cm sur 17 cm. C'est une carte mère pour processeur AMD en B550 et elle va pouvoir gérer donc les processeurs de série 3000 qui sont sortis il y a un an et les séries 5000 qui sont tout juste annoncées avec juste un flashage du BIOS. On va faire un petit peu le détail de la carte parce qu'il y a plein de choses à en dire et pour ça on va se mettre sur cette caméra là, ça sera plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte ? Bon, d'abord qu'elle est très bien finie, elle est assez lourde, elle est assez épaisse dans son PCB, on verra pourquoi. Elle est assez sobre, ce qui est plutôt pas pour me déplaire. Hein. Je ne suis pas un grand fan du RGB, moi. Et puis il y a pas mal de choses intéressantes. On va commencer par ça. Donc ça c'est le connecteur 8 pins habituel, le 24 pins, 8 pins pour le processeur, 24 pins pour le reste de la carte. C'est des connecteurs ProCool. Alors qu'est-ce que c'est ProCool ? C'est du ProCool 2 même pour être exact. ProCool c'est une appellation Asus d'un procédé qui existe dans l'industrie, mais qui est assez intéressant, qui est en fait des connecteurs avec des brochages très épais. Et alors pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que d'abord ça évite d'avoir des connecteurs qui bougent dans tous les sens et qui peuvent se plier, ou etc. Quand on les manipule avec des gros câbles ATX, c'est quand même bien d'avoir un connecteur qui ne va pas broncher dans la durée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça permet en fait d'avoir un câble qui est plié. Vous allez mettre votre câble, vous allez le plier pour pas qu'il gêne la circulation de l'air autour. C'est plutôt bien. Ça n'est pas forcément une invention d'Asus, simplement Asus l'appelle ProCool, ça lui permet de mettre en valeur ses propres développements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a 3 petits borniers pour la ventilation, la pompe, etc. Donc ça c'est pour refroidir votre machine. On a les câbles RGB, enfin les broches RGB pour brancher ces câbles. Divers câbles habituels, broches habituelles pour le front panel, donc pour brancher les LED, etc., le bouton power. Un câble USB type C, enfin un emplacement pour mettre un câble USB type C, donc c'est du USB 3.2 en Gen 2. Ici c'est pour de l'USB type A, toujours en 3.2 mais en Gen 1, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez que c'est plutôt bien construit, blindé, c'est très bien soudé, très bien arrimé, c'est très propre. 4 ports SATA. Alors 4 ports SATA c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de pouvoir réutiliser, si vous comptez sur ce type de carte pour faire une mise à jour d'une ancienne machine et que vous avez déjà des SSD ou des disques durs dans votre machine, on a quand même 4 ports SATA en plus du reste du stockage qu'on verra tout à l'heure, pour réexploiter les disques durs ou les SSD qu'on a déjà. Ça c'est plutôt pas mal. 4 ports SATA pour du Mini ITX, c'est toujours vraiment le mieux qu'on puisse avoir.
Donc c'est plutôt bien. 2 slots de RAM DDR4 évidemment, qui peut monter jusqu'à 5100 et qui peut accepter 2 barrettes de 32 Go pour un total de 64 Go. Donc c'est évidemment du double canal, très, très classique. D'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'est une carte qui supporte assez bien l'overclocking de RAM. Donc on va pouvoir faire des choses assez rigolotes avec. Même si moi je n'y suis pas risqué, c'est plutôt là encore quali de la part d'Asus. Un port qui est intéressant. Un port, donc ça c'est du PCIe x16, mais en 4.0. Donc ça c'est un plus par rapport à d'autres cartes, même si pour le moment la différence sur les cartes graphiques actuelles entre le PCI 3 et le PCI 4, on ne la sent pas vraiment. C'est quand même bien d'avoir un PCI 4 plutôt qu'un PCI 3, puisqu'on est en 2020. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en x4? C'est le port NVMe, là-dessous, là sous ce petit truc, on a un port NVMe en 2280 qu'on va pouvoir connecter donc avec un SSD NVMe en PCI 4, donc avec les performances les plus élevées du marché actuellement. En PCI 4, on a vraiment des SSD ultra rapides, et donc Asus propose ce petit support en fait avec un petit connecteur, un petit pad thermique en dessous qui vient se coincer par-dessus le SSD pour mieux le refroidir, parce que les SSD en NVMe de ce calibre, ils ont tendance à chauffer pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre là-dessus? On verra le reste en dessous parce qu'on a des choses à voir. Le socket A évidemment, habituel, AMD. Ici on les voit à peine, mais il y a les phases d'alimentation qui sont couvertes par un petit système de refroidissement. Voilà, on les voit à peine, il y en a 8 plus 2. Et ce petit système de refroidissement, il est lui-même ventilé. Alors là, vous allez le voir avec difficulté, peut-être au travers. Là, vous voyez un petit ventilo. On ne le voit pas beaucoup, mais on le voit. Un petit ventilo qui est alimenté ici. Alors, il y a tout un système de détection de chaleur qui va se mettre en route, qui va mettre en route le ventilo s'il y a besoin en fait, de se mettre en route par rapport à vos usages de la carte. Ce qu'il faut comprendre sur ce type de carte, c'est qu'elles sont prévues pour le water cooling, donc pour un refroidissement à eau, le refroidissement à eau avec un système déporté de ventilation du réservoir. Ce type de système fait que les phases d'alimentation ont tendance à chauffer pas mal, beaucoup plus qu'avec les systèmes de ventilation directe qui font mieux circuler l'air autour du socket. Et donc pour compenser ça, Asus a mis ce petit ventilateur qui va se mettre en marche s'il y a un besoin à un moment ou à un autre. Voilà. Donc c'est plutôt, ça alourdit pas mal la carte, hein, elle est assez lourde à cet endroit-là, mais ça donne quelque chose d'un petit peu plus sécure. Niveau stockage, je vous ai pas encore parlé de l'autre port, enfin l'autre port M2 qui est en dessous, qu'on voit ici. On voit le connecteur. C'est un port M2 en PCI 3, NVMe et SATA. Les deux sont SATA et NVMe. Celui-là est en PCI 3, l'autre était en PCI 4. Il est assez particulier pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est en dessous, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas avoir trop de choses sur la carte. Ça permet en l'occurrence de pouvoir mettre un second port, parce qu'il n'y a plus la place ici de mettre un second port. Et il y a des choses rigolotes. D'abord on a ces 2 trous là, donc c'est pour le 2280 et le 2260, mais aussi on peut monter du 2242 avec ce petit adaptateur, je vous montrais tout à l'heure. Voilà, qui a une petite broche. Alors c'est tout bête, c'est la petite broche qui va se coincer sur le trou du 2260 et permettre de monter un 2242 en s'agrippant sur l'emplacement du 2242. Alors c'est un peu gadget, je ne sais pas si c'est très stable, mais a priori une fois que c'est monté, on n'y touche plus trop. Pour ce type de carte, le mieux c'est quand même de monter du 2260 ou du 2280 en NVMe et si possible du simple face pour pas avoir un truc trop épais, parce que ça va être contre la carte mère, entre la carte mère et le châssis, donc il faut éviter d'avoir un truc un peu trop épais comme les vieux SSD qu'il y a pu avoir, typiquement les vieux SATA, il y en avait qui étaient assez mouse, donc on va éviter sur ce type de carte. Prenez un bon M2 NVMe classique en 2260, 2280, ça sera parfait. Autre détail qui est assez intéressant, c'est qu'on a une distribution de pas mal de composants, des composants assez importants d'ailleurs, sur toute la surface. Ce qui est bien, c'est que ça évite d'avoir des composants tous du même côté, tous du côté habituel, et ça évite de les surcharger, d'avoir les composants qui sont les uns à côté des autres.
Et ce qui est plutôt bien parce que ça a deux avantages. D'abord, ça permet d'avoir des composants très près des divers connecteurs, des divers éléments qu'on a avec des chemins les plus courts possibles. Et ensuite, ça évite d'avoir des trucs qui vont surchauffer. Voilà. C'est tout de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Il y a les connecteurs. Les connecteurs, on n'en a pas parlé. Alors, deux sorties vidéo sur la carte pour commencer. Donc, on a du DisplayPort 1.4 et du HDMI 2.0. Donc, les deux peuvent cracher de l'Ultra HD, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un Ethernet Gigabit 2.5 piloté par un système Intel, je ne sais plus de tête, mais ça doit être du 8225-V, je pense, quelque chose comme ça. Du Wi-Fi en Wi-Fi 6, donc 802.11 AX, lui aussi piloté par de l'Intel, du AX200 classique, donc c'est là qu'on va mettre les deux connecteurs qu'on a vus de l'antenne tout à l'heure. Voilà. Et il gère aussi un Bluetooth, évidemment. Il me semble que c'est du Bluetooth 5.1 directement. Ouais, je crois que c'est ça. Bluetooth 5.1 en sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 4 ports USB sur la carte. Ici, on a 3 ports USB type A qui sont du Gen 1, je crois, du 3.2 Gen 1, et le USB type C qui est du 3.2 Gen 2, donc avec des débits encore plus élevés. Et on a également ici 3 prises jack 3,5 mm. Alors vous pouvez remarquer au passage que c'est séparé. La partie audio qui va être gérée ici, elle est séparée du reste de la carte. Elle n'est pas intégrée au PCB, elle est séparée. Ce qui est intéressant, c'est parce que ça permet de ne pas avoir de fuite de courant, de masse, etc. Tous ces problèmes qu'on peut avoir sur certaines cartes, des cartes mères, où on se retrouve avec un son qui peut être parasité en fait par le reste des composants qu'il y a autour. Là, c'est complètement séparé. Et en plus, comme vous pouvez le constater, il y a des éléments qui sont blindés, qui sont derrière ce cache métallique qui vient protéger en fait les éléments. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des condensateurs d'une marque qui est assez connue, qui s'appelle Nichicon, qui sont là, qu'on voit en jaune, et qui sont des condensateurs avec de l'or dedans. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est assez sympa. Autre petit détail, là on ne le voit pas, mais quand elle est allumée, la carte, en fait, il y a des petites LED au fond qui indiquent le type de connexion qu'on utilise. Donc les codes couleurs qu'on a sur les cartes habituelles. Alors ça coûterait moins cher de mettre directement le plastique coloré, mais voilà, ça fait son petit effet. Une fois que c'est mis en marche, c'est sympathique. C'est du 7.1, c'est un chipset Realtek 1220A HD, donc c'est très correct au niveau gestion du son. Et comme vous pouvez le constater ici, on a un port USB type C supplémentaire. Et ce petit port USB type C, il ne va pas servir à connecter des éléments en USB, mais il va servir pour le casque dont je vous parlais tout à l'heure et qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est le petit adaptateur. Alors, si vous avez un casque en USB type C, vous pouvez brancher directement dessus. Sinon, vous utilisez l'adaptateur. Et pourquoi il existe? C'est parce qu'en fait, Asus a intégré dans cette carte une fonction de suppression de bruit ambiant, qui est assez intéressante. Donc, qui va, grâce à une intelligence artificielle, éliminer les bruits de fond autour de votre machine. Alors perso, j'aime pas trop, mais c'est parce que je suis bien équipé niveau micro et que j'ai tendance à trouver que le rendu sonore de ce type de carte, c'est pas génial. Ça fait un peu boîte de conserve. Alors moi, j'aime pas, mais j'ai des bons micros. Par contre, c'est super si vous n'avez pas le choix, si vous êtes coincé chez vous et que vous avez une vidéoconférence à faire et qu'il y a du bruit autour de vous. Ça marche vraiment très bien. Tous les bruits de clavier sont éteints, la musique externe est éteinte. S'il y a quelqu'un qui rentre dans là où vous faites votre réunion et qui se met à hurler, on ne va pas l'entendre. Un coup d'aspirateur autour de vous, il n'y a pas un bruit, une voiture qui passe, c'est bien étouffé, mais on a cette espèce d'effet un peu MP3 bizarre de compression de la voix que moi personnellement j'aime pas trop. Mais
encore une fois, ça a le mérite d'exister. Et pour le peu d'essais que j'ai pu faire avec, ça fonctionne bien. La promesse est tenue, le son est bien étouffé autour de vous, et votre voix est compréhensible, même si elle est, encore une fois, elle est un petit peu massacrée par l'algorithme. Quand je dis massacrée, je suis un peu méchant. On va dire qu'elle est un petit peu transformée. On a l'impression d'avoir une ligne un petit peu pas vraiment très claire. Dernier élément que j'ai pas cité, c'est ceci, qui n'est pas anecdotique. Il y a un petit bouton ici, puis un petit port USB. Et alors ça, c'est vraiment super. Ça, c'est l'USB flash de Asus. Alors, pour les vieux comme moi, qui ont connu le flashage de BIOS avec les sueurs froides qui vont avec, etc., etc., à une époque, sur les cartes mères, on avait des BIOS qui étaient montés sur des sockets. Donc on pouvait enlever le BIOS quand on foirait son coup. On pouvait enlever le BIOS, on pouvait le reprogrammer avec un autre appareil, changer le BIOS d'une carte mère à l'autre. On bidouillait. Maintenant, les BIOS, ils sont intégrés. C'est-à-dire qu'ils sont soudés, on ne peut plus y accéder. Là, c'est un BIOS Winbound, il me semble. On peut plus rien faire. C'est-à-dire, si on foire le flashage de sa carte mère, on n'a plus de carte mère. Et en fait, ce que permet ceci, c'est de pouvoir flasher son BIOS, même sans processeur, même sans mémoire vive, directement en téléchargeant le nouveau BIOS, en mettant une clé USB dessus, en alimentant la carte mère, en appuyant sur le petit bouton, on va flasher un nouveau BIOS. Et là où c'est important, c'est parce que AMD a la bonne idée de nous proposer toujours le même socket pour plusieurs générations de puces, de processeurs. Et donc, on peut acheter une carte mère en ayant une puce qui n'est pas compatible, ou en achetant un nouveau processeur qui ne soit pas compatible avec cette carte, et ben on va pouvoir faire sa mise à jour de BIOS, même si on n'a pas encore le processeur, ou si le processeur n'est pas reconnu au boot. Parce que c'est un peu le problème, si on achète ceci avec un BIOS pas à jour et un Ryzen 5000 par exemple, ça ne va pas fonctionner aujourd'hui. Par contre, si on met directement son BIOS mis à jour et qu'on fait l'opération, ça va fonctionner dans la foulée. Donc ça, c'est vraiment un gadget, mais c'est un gadget vraiment très 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 utile. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte? La qualité globale elle est vraiment bonne, elle est assez lourde. Il y a plein de détails intéressants sur la carte en elle-même. Qu'est-ce que j'ai noté? Par exemple, la couche de cuivre intégrée dans le PCB, c'est un PCB qui est assez épais. La couche de cuivre est plus importante. Alors ça, c'est Asus qui nous le dit, mais je pense pas qu'il s'amuse à nous dire n'importe quoi. Ce cuivre plus important permet de mieux dégager la chaleur de l'engin, de chaque composant. Donc ça va éviter d'avoir des endroits où la chaleur va s'accumuler. Pour conclure, on retrouve une carte qui est plutôt bien construite, très dense, mais intelligemment pensée. On sent que c'est un boulot d'ingé, hein, c'est pas juste un copier-coller des caractéristiques demandées par AMD pour construire une carte. Donc il y a des choses qui sont très sympas. Les 4 ports SATA, si on veut réexploiter ce type de solution pour récupérer des disques ou des SSD d'une ancienne config, c'est plutôt bien. 64 Go, c'est plutôt bien également. L'ensemble est très très bien construit. La disposition sur 2 faces, c'est plutôt malin. Plein d'options sympathiques, bien construites. J'avoue que j'ai pas. En plus, elle est sobre, ce qui a l'avantage de me plaire. Alors, on a des petits logos Asus, machin bidule, mais dans l'ensemble, c'est noir. Il n'y a pas de LED RGB. On a 4 petites LED qui sont ici, qui indiquent l'état de la carte, de la mémoire, etc. Donc c'est plutôt sobre. Ça fonctionne bien. C'est très très bien construit. C'est solide. C'est du bon mini TX. Voilà. Pour la suite, si vous voulez avoir plus d'infos sur la carte, ça se passe sur Mini Machine, où je détaille un petit peu plus tous les éléments pour que vous ayez plus d'infos. Voilà, c'est tout. À bientôt.